Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Aujourd'hui, Martin discute avec quelqu'un qui n'a pas eu peur d'aller explorer une autre province canadienne, Pierre Lambert. Encore cette semaine, il y aura quelque chose de spécial à Connaissez-vous. Les distanciations sociales nous font aller encore plus loin parce que notre invité, oui, il est quand même assez loin. Je vous dirais qu'on n'est même pas sur le même fuseau horaire. Ça fait que ça vous en dit quand même assez long. Par contre, il n'est pas non plus outre-mer. Là, il n'est pas en Europe, comme on a déjà parlé avec des gens de l'Europe. C'est pas aussi loin, mais quand même. Mon invité, il s'appelle Pierre Lambert. Tout d'abord, bonjour Pierre. Bonjour Martin. On a statué de pas dire le vous, ça fait pas de vous, ni d'un côté ni de l'autre, d'ailleurs. Parfait. Tout d'abord, merci beaucoup de te prêter au projet, à l'entrevue de Connaissez-vous. Je sens qu'on va encore une fois apprendre plein de choses. Et c'est le but du projet, comme je l'ai dit. Tout d'abord, est-ce que tu es quand même à l'aise de nous dire, toi, à quel endroit tu es né, à quel moment tu es né? Oui, moi, je suis natif de la région de Montréal, en fait, sur l'île de Montréal même. OK. Et puis, je suis né en 59, donc ça fait déjà un petit bout de temps. Mais oui, c'est ça. Moi, je suis natif de Montréal. J'ai passé mes 35 premières années de vie à Montréal. OK. Et famille nombreuse ou? Non, moi j'ai seulement une sœur qui est toujours à Montréal aussi. Mes parents sont maintenant décédés depuis déjà plusieurs années. Et c'est ça. Donc c'est vraiment pas une grosse famille nombreuse. Pour les années 59, là, tu vois, ça finissait un petit peu des années où il y avait des familles nombreuses. Là. OK. Et est-ce que le handicap visuel était déjà présent au moment où tu es né ou si c'est arrivé par la suite? En fait, le handicap visuel était là dès le début parce que moi, j'ai la rétinite pigmentaire, donc c'était déjà là. Puis moi, je n'ai jamais eu une vision parfaite ou presque parfaite. Donc, j'ai toujours eu une basse vision. Donc, au départ, c'était pas évident. Mes parents pouvaient pas savoir ce qui se passait quand je cherchais des choses, tout ça. Fait que c'est comme ça que c'est amené à passer des tests visuels. Puis, l'autre aspect aussi de ma vision, c'est que, comme je le mentionnais, j'ai la rétinite pigmentaire. Il y a des gens qui vont vivre assez vieux avant de perdre leur vision. Tandis que moi, ça a été fait là, vers l'âge de 17 ans. Là. J'ai pratiquement tout perdu le résidu visuel que j'avais là, vers 17 ans. OK. Mais quand tu étais plus jeune, forcément, ta vision était meilleure. Qu'est-ce que ça te permettait de faire? Qu'est-ce que tu faisais, dans le fond, différemment des autres? Comme l'école? OK. Mon parcours scolaire, c'est un petit peu particulier parce que je suis allé au départ, avant que je passe tous les tests, là, je suis allé à l'école de quartier. OK. Et à l'école de quartier, je demeurais à ce moment-là dans le quartier Ville-Saint-Michel et je pouvais suivre les cours parce que j'avais de bonnes mémoires, tout ça. Mais à ce moment-là, j'avais pas encore de lunettes adaptées à ma situation visuelle parce qu'on n'avait pas encore établi ce que j'avais exactement. Et j'ai été obligé de recommencer mon niveau 1, ma première année, parce que l'enseignante s'était aperçue que quand c'était à mon tour, on faisait le tour de la classe pour lire des lettres dans un livre. Puis, elle s'apercevait que je les avais appris par cœur et que je les lisais pas vraiment avec mes yeux. Fait que ça faisait déjà une bonne pratique de mémoire parce que quand ça commençait par l'autre extrémité de la classe, il fallait que je me rappelle de toutes les lignes jusqu'à temps que ça arrive à moi. Mais l'enseignante s'était aperçue, donc
voyait que j'avais pas comme appris vraiment à lire comme tel, donc j'ai recommencé ma première année à cause de ça. Puis là, après ça, ça s'est poursuivi. Là. Éventuellement, j'ai passé mon test de vision, j'ai eu des lunettes adaptées, donc j'ai été en mesure de lire jusqu'en secondaire 1 à peu près. Donc, ça me permettait de lire avec ce qu'on appelle des lunettes fond de bouteille, là, des grosses lunettes. Éventuellement avec une loupe aussi, mais à ce moment-là, j'ai pu lire assez bien jusqu'en secondaire 1. OK. Toujours à l'école de ton quartier, dans le fond. Oui, en fait, je suis revenu à l'école du quartier. C'est ça, c'est que le cheminement, c'est première année, deuxième année, j'ai été à l'école de quartier. En troisième, quatrième, cinquième, j'ai été ce qu'on appelait... je me rappelle pas du nom de l'école, là, mais c'était pas loin du boulevard Saint-Joseph et de Saint-Laurent. Il y avait des classes ce qu'ils appelaient des classes pour des demi-voyants, donc on était moins nombreux dans les classes. C'est toutes des gens qui avaient une déficience visuelle, mais qui pouvaient lire. C'était pas des personnes avec complet qui, eux, étaient déjà à Loubraille à ce moment-là ou à Nazareth. Et ces 3 années-là que j'ai passé là, à ce moment-là, j'avais des livres avec des gros caractères, donc ça me facilitait la tâche également. Par la suite, je suis retourné en 6e année à l'école de quartier. Puis là, c'est un peu particulier aussi parce que ils m'ont fait passer un test d'intelligence pour revenir à l'école de quartier. Ce qui n'était pas un problème parce que j'avais pas de problème cognitif, mais c'était un problème visuel. Finalement, là, la 6e année a été probablement au niveau primaire, c'était sûrement ma meilleure année scolaire. En 7e année, je suis allé là, j'ai fait 2 polyvalentes. Pour les gens de Montréal qui vont se retrouver très bien, j'ai commencé mon secondaire 1, le début du secondaire 1 à la polyvalente Calixa-la-Vallée, qui est bien connue. Pour ensuite, étant donné que c'est une école qui est probablement encore très grosse, 6 étages, je me rappelle bien, plein de monde. Là, j'ai été transféré dans une polyvalente beaucoup plus modeste, si tu veux, en termes de nombre d'étudiants, qui était la polyvalente Georges Vanier. Et là, au fur et à mesure, secondaire 1 et 2, là, j'avais commencé à avoir beaucoup de difficultés à lire. Là. C'était pratiquement impossible. Et c'est là que je suis arrivé à Louis Braille en secondaire 3. OK, donc quand même à l'adolescence, là. Oui, j'avais à ce moment-là... tu vois, j'avais 16 ans, j'avais presque 17 ans quand je suis arrivé à Loubraille à cause du début de ma première année là, que j'ai doublé. Là. Fait que c'est ça, je fait à peu près ça, 16 ans à Loubraille. Non, 17 ans, je viens d'avoir 17 ans, excuse. OK. Et comment ça a été pour toi, ce transfert? T'as changé d'école souvent, là, on s'entend, mais aller à Nazareth? Je vais dire, ça a été... Et les enseignants qui m'ont eu à ce moment-là m'en ont reparlé par la suite. Ma première année à Loubraille, ça a été très difficile. Parce que j'ai attendu à la dernière minute ou aux dernières périodes pour accepter d'aller à Loubraille. J'aurais pu aller avant parce que j'avais été visiter Loubraille à Longueuil quelques années plus tôt. Puis quand j'avais encore un petit peu de vision en ce moment-là, et quand j'avais touché un livre Braille, je me disais je serais jamais capable d'apprendre ça. Parce que tout ce que je voyais, que je touchais, c'était des points, je pouvais pas savoir, je pouvais pas détecter là, entre les lignes, entre les mots. Non, je me disais je serais jamais capable d'apprendre ça. Fait que ça avait fait en sorte que je n'avais pas été à Loubraille tout de suite. Ça t'avait fait comme peur, ça t'avait... Ah oui, ça m'avait fait peur. Puis le fait que j'avais encore un peu de vision, je me disais, je vais encore essayer le plus longtemps que je peux à l'école régulière. Tu vois. Fait que ça, finalement, maintenant, je peux dire que ça n'a pas été une bonne décision. J'aurais dû arriver plus tôt à Loubraille, pour d'autres raisons qu'on mentionnera plus tard aussi. Mais la première année, c'est ça. C'est que là, j'ai perdu ma vision. Là, j'avais plus de choix. Fait que j'avais plus de capacité de lire l'imprimé du tout. Donc, dans l'été, avant d'arriver à Loubraille, j'avais suivi des cours de Braille là, pour l'intégrale à l'INCA, à ce moment-là. Ensuite, je suis arrivé à Loubraille, puis dans ma première année aussi, mon père est décédé.
tout ça fait en sorte, avec le fait d'arriver dans un milieu où il y avait pratiquement plus d'intervenants que d'étudiants. Puis tu sais, quand tu sors d'une polyvalente puis tu arrives à Loubreuil, disons que ça fait une grosse marche, mettons. Et puis j'étais un petit peu, j'accepte, en fait, j'avais pas encore appris à vivre avec mon handicap comme tel. J'ai dit, parce que je dis accepter, j'ai jamais accepté. Tu sais, moi, j'accepte pas mon handicap, j'ai appris à vivre avec. J'ai pas le choix. Mais tout ça ensemble a fait que la première année, autant pour moi que malheureusement pour les enseignants, a été très difficile. OK. Allô? Oui. OK, ça a coupé encore un peu. Donc, ça a été très difficile. Ça a été vraiment comme une question d'adaptation. Ça a été comme une question d'un changement immense. Oh, très majeur, oui. Et c'est quoi qui a fait que par la suite, ça s'est amélioré? On se fait à l'idée? C'est là que ça m'amène à ce que je te disais tantôt. J'aurais dû arriver à Loubreuil plus tôt. C'est que, étant donné que là, j'étais avec des personnes qui vivaient la même situation que moi, quand je me suis ressaisi de la première année, c'est que là, j'ai commencé... en fait, juste pour éclairer, c'est que la première année aussi que je suis arrivé à Loubreuil, j'étais un des rares externes. C'est que je demeurais pas en résidence à Loubreuil. Ah, OK. J'étais un des rares à cette année-là. Par la suite, il y en a eu plus, mais je remarque qu'avec la première année que j'ai eue, je pense que j'aurais été probablement expulsé aussi de Loubreuil. Si ça aurait été comme la goutte là, dans plus de coucher là. Ah, oui. Mais donc, à un moment donné, il y a un éducateur qui est André Foucault, qui il était dans le groupe des grands, là, si tu veux. Puis là, il m'a pris sous son aile, si on peut s'exprimer ainsi. J'ai appris à ce moment-là à jouer aux échecs parce qu'il y avait eu un tournoi d'échecs. Les gens me demandaient, viens-tu jouer? Je savais pas jouer la première année. Donc, après ça, j'ai appris à jouer. Et surtout, ce qui était bien important, c'est que là, j'ai commencé à faire du sport avec l'athlétisme et puis tout ça avec André et plusieurs autres étudiants. Et je pense que l'aspect du sport m'a vraiment permis de remettre toute ma vie sur les rails comme il faut à ce moment-là. Parce que je pouvais faire du sport, j'ai fait du sport de compétition, puis c'était avec des gens qui vivaient la même situation, même problème visuel que moi. Donc, à ce moment-là, ça m'a vraiment, vraiment là, sorti là, de ma torpeur, si on peut s'exprimer ici. Là. Parce que avant l'arrivée à Nazareth, est-ce que tu avais pu faire du sport un peu? Est-ce que socialement, comment ça se passait? Bon. Socialement, quand tu sais, le fait que j'ai passé quand même plusieurs années avec des écoles, en allant à l'école à l'extérieur de mon quartier, donc c'était difficile d'avoir des amis de quartier. Les gens que je connaissais dans ma classe de semi-voyants, là, je pense que c'est l'école Saint-Enfant Jésus. Bon, où je peux aller. Les gens qui étaient dans ma classe, on était tous éparpillés sur l'île de Montréal. Donc, la fin de semaine, on se voyait pas. On faisait pas d'activité vraiment physique à ce moment-là. Pas de gymnase, rien. Donc, j'avais pas vraiment fait de sport avant d'arriver à Loubreuil. J'avais pas fait de sport. J'avais été juste peut-être en 6e année dans les cours d'éducation physique. Puis, à un moment donné, j'ai pas été capable de suivre parce que ma vision était pas assez bonne. Parce que, tu sais, jouer au ballon avec des gens qui voient tous bien, tu te sens pas à l'aise puis t'es pas capable de fonctionner dans un groupe comme celui de toute façon. Donc, c'est vraiment Loubreuil qui m'a permis de faire du sport. Et puis après ça, j'en ai fait pendant une bonne période de ma vie. Là. Ça, c'était vraiment un gros tremplin pour moi. L'autre élément, au niveau social, quand tu as un handicap visuel, puis tu t'intègres dans ton école de quartier et par la suite au cégep, c'est pas évident.
c'est pas évident. Puis ça, on peut en reparler plus tard, là, mais dans l'entrevue, mais ce qui est certain, pour les gens qui aujourd'hui sont intégrés dès le bas âge dans les écoles régulières, c'est un gros manque. Le social, là, il est pas présent facilement. Ça ferait partie des manquements, là, peut-être, là, Énorme. Oui. OK. Ah oui. Ben, c'est bien qu'on en parle, oui. C'est bien que certaines personnes fassent valoir leur point de vue là-dessus. Mm-hmm. Donc, pas évident. Donc, là, rendu à l'école spécialisée, bon, les échecs, c'est ça, c'est quand même un jeu assez... ça demande beaucoup de concentration, de stratégie, tout ça. Le sport. Donc, ça remet un peu toute la vie en perspective. Ça remet un peu comme un but, des buts à atteindre. Oui, ben c'est ça. C'est que, tu vois, quand j'ai commencé à faire de l'athlétisme au tout début, parce qu'il faut dire aussi que je suis encore asthmatique, quand j'ai commencé à faire du sport, c'était pas évident parce que avec ma respiration, c'était pas facile. Puis en persévérant, ça s'est développé très bien. J'ai été capable d'en faire de plus en plus. Puis j'ai fait de la compétition. Puis finalement, j'ai trouvé que avec les personnes qui ont un handicap visuel, je pouvais faire de la compétition. Donc, ça a développé cet esprit-là chez moi qui va m'être beaucoup utile, très utile par la suite. Puis les échecs, c'était un petit peu la même chose. C'est que ça m'a amené aussi, tu sais, comme les échecs, ça aide à développer un esprit logique. C'est de la résolution de problèmes. Chaque position t'amène à trouver une solution pour avoir à ton tour la meilleure position possible et créer le plus de difficultés à l'adversaire. Et j'ai appris, comme je te disais tantôt, 1 an entre le premier tournoi qui était à Loup-Braille que je savais pas jouer et l'année d'après où j'ai joué au tournoi. Puis déjà, dans l'espace d'1 an, à partir de 0, à l'autre tournoi, j'ai terminé 2e. Hey, OK, quand même. Puis, fait que, tu vois, ça m'a amené vraiment à me dépasser, si tu veux, puis à vouloir toujours aller plus loin, autant aux échecs que dans le sport. Puis au niveau des études, ben, c'était quand même pas mauvais non plus, là, tu vois. Une fois que après la première année à Loup-Braille passée, là, tout s'est replacé, si tu veux, là. Comme si on vient comme à l'apprentissage du braille, ça, tu disais que ça s'était fait pendant l'été avant à l'INCA. Ça avait été comment, ça, l'apprentissage du braille? Ben, tu vois, à l'INCA, ce que j'avais fait, c'est d'apprendre l'intégrale, tu sais. Fait que j'avais pas appris les abréviations et tout ça. Ça, je les ai appris une fois rendu à Loup-Braille. Mais l'apprentissage du braille, c'est comme, OK, là, je savais que j'allais à Louis-Braille, je savais que je pourrais plus lire l'imprimer. Donc, j'étais placé dans une situation où j'avais pas le choix. Et quand on dit souvent que l'être humain a des ressources, là, ben, c'est tout à fait vrai. Là, j'avais pas beaucoup de temps pour l'apprendre. J'étais dans une position où j'avais pas le choix, donc je l'ai appris très rapidement. J'ai appris l'intégrale très rapidement. OK. De façon à ce que j'ai commencé, tu vois, je pense au mois d'août, début août, puis en septembre, quand je suis arrivé à Loup-Braille, je pouvais pas lire rapidement parce que, tu sais, quand tu apprends et puis tu arrives dans un livre, ben là, les lettres sont beaucoup plus rapprochées. Mais je savais toute mon intégrale rendu à Loup-Braille, par exemple. Oh, puis c'est ça demande de la pratique, là. On l'apprend, puis après ça, on lit, puis... Exact. Mais comme, OK, quand tu as commencé l'école, tu connaissais ton braille, il s'agissait de, comme tu dis, de lire dans des livres, là, ce qui... C'est ça, puis éventuellement, ben là, j'ai appris les abréviations. OK. Puis dans les autres matières, tu disais que ça allait quand même bien aussi, surtout à partir de la 2e année. Oui, surtout à partir de la 2e année, parce que, tu sais, la première année, comme juste pour donner un exemple, c'est qu'à un moment donné, ben, c'était toujours des situations d'indiscipline. Je parlais beaucoup, donc l'enseignant m'envoyait à la bibliothèque. Après ça, j'ai eu, à un moment donné,
tellement souvent à la bibliothèque que la bibliothécaire trouvait que j'étais là trop souvent. En tout cas, tu peux voir, c'était vraiment l'enfer la première année. Autant pour moi, comme je disais tantôt, que pour les enseignantes aussi. Mais par la suite, tout ça s'est replacé quand même vraiment, vraiment bien. Et c'était quoi comme les matières que tu aimais le plus au secondaire? Moi, j'aimais beaucoup les mathématiques. OK. Puis, le français, j'aime ça. C'est moi ce que j'aimais pas quand j'étais jeune. Puis, tu sais, quand on est jeune, des fois, il y a des choses qu'on n'aime pas, puis qu'on devrait se motiver quand même à passer à travers, parce que plus tard, tu t'aperçois que c'est très utile. Uh-huh. C'était toute l'analyse de grammaire. Ça, c'était l'enfer, par exemple. Ça, j'aimais vraiment pas ça. Mais, comme je disais tantôt, c'est une passe à faire parce que tu l'apprends, c'est fait pour longtemps. Et si tu bugs là-dessus, ben, tu as de la misère pour longtemps aussi. Mais quand on est jeune, on ne s'aperçoit pas de ces choses-là. On pense que ça ne sera pas utile plus tard. Tu sais. Puis finalement, ben, ça l'est utile. Tu sais. Et à ce moment-là, bon, l'analyse en français, mais est-ce qu'il y avait une matière que tu aimais vraiment moins ou que tu étais vraiment moins bon? Ben, en fait, en physique, chimie, c'était pas mes... Mettons, j'avais vraiment de la difficulté dans ces matières-là. OK. Et là, qu'est-ce qui s'est passé par après? Est-ce que t'es resté combien de temps? Toi, je suis resté à Loup-Braille pour secondaire 3, 4 et 5. OK. Ouais. En 5e secondaire, ben là, il n'était pas beaucoup, là, mais c'est ça. Puis par la suite, là, je suis allé au cégep. C'est ça. C'est ça, parce qu'en secondaire 5, j'imagine qu'il commençait ou avant peut-être même, là, à vous diriger ou en tout cas vous faire penser un peu à ce que vous alliez faire après? Exactement. Puis tu sais, dans la période où moi j'étais à Louis-Braille, c'est aussi juste une année avant que j'arrive, il y a beaucoup de jeunes qui étaient de la région de Québec qui ont été transférés à Québec, là, à Polyvalente. Je me rappelle pas du nom à Québec, mais en tout cas, il y a beaucoup de jeunes qui ont par la suite qui ont quitté Louis-Braille pour aller à Québec, fait que ça en faisait moins pour la région de Montréal, Longueuil. Et puis là, ben c'est sûr qu'en secondaire 5, ben là, c'était l'inscription au cégep si je veux poursuivre des études postsecondaires, tout ça. Puis un petit peu savoir un peu dans quoi tu veux diriger. Puis finalement, ben c'est ça. J'ai commencé au cégep en sciences humaines, option droit, parce que moi, j'étais très jeune, puis j'ai toujours voulu étudier en droit. OK. Puis, je suis pas fier de moi en disant ceci, c'est que c'est pas ma personnalité. D'habitude, quand j'ai un objectif ou un but, je vais pas mal tout faire pour le réaliser. Et malheureusement, j'ai jamais réalisé le rêve que j'avais quand j'étais plus jeune d'étudier en droit. Pour quelle raison? Parce que c'était beaucoup, j'imagine, de lecture, puis beaucoup de... Si on se reporte au début des années 80, quand j'étais au cégep, il y a plusieurs... Tu sais, on n'avait pas la technologie qu'on a maintenant au départ. Deuxième chose, dans ce temps-là, on faisait enregistrer beaucoup de nos livres par la magnétothèque. Puis, naturellement, quand il y avait plusieurs étudiants qui arrivaient en septembre à l'université, puis cégep, tout ça, même au niveau secondaire, et ça en faisait beaucoup pour enregistrer les livres pour chaque étudiant. Puis, il est arrivé une session où j'ai eu mes livres en décembre seulement, puis en début décembre, puis la session finissait naturellement à la fin décembre, avant Noël. Avant Noël, là. Là, je me suis dit, dans ce contexte-là, si au cégep, je peux pas avoir mes livres quand j'en ai besoin plus vite que ça, je pouvais difficilement imaginer que je serais en mesure d'avoir ma documentation à l'université en droit, étant donné que je sais qu'il y a énormément de lectures.
Puis je le sais qu'il y a eu des prédécesseurs qui ont réussi, je le sais. C'est pour ça que je te dis qu'après un recul, j'aurais dû persévérer, mais à ce moment-là, je ne l'ai pas fait. Alors, on fait quoi dans ce temps-là? On se tourne vers une autre discipline? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mon Dieu, ça, c'est... OK. Donc, je suis allé au cégep en sciences humaines, option droit. Option droit, c'est sciences humaines pour aller à l'université, finalement. Et là, ce qui est arrivé, c'est que j'avais comme moins le goût, peut-être après le cégep, de continuer à étudier. J'avais réussi à chaque année d'avoir des emplois d'été. Puis, par la suite, j'ai été en mesure d'avoir d'autres emplois. Finalement, ce que les jeunes vivent aujourd'hui, quand ils vont travailler à place d'étudier, je l'ai vécu moi aussi. Puis finalement, je suis demeuré, j'ai eu sur le marché du travail par la suite. Mais on s'entend alors que de trouver des emplois, c'était quand même pas trop difficile. Ça... Ce qui arrive, c'est que il y avait, encore une fois, si on recule dans ces années-là, il y avait des programmes pour les étudiants. Il y avait des possibilités d'avoir d'emploi dans différents ministères, comme j'ai travaillé, par exemple, à un ministère dans un bureau d'aide sociale comme téléphoniste, avec une adaptation pour le téléphone. Et puis, par la suite, j'ai travaillé pour des associations à but non lucratif dans le loisir, dans le sport et loisir. Puis, bon an, mal an, comme ça, j'ai travaillé à l'Association des sports pour travail de Montréal plusieurs années. Puis, aboutir jusqu'à un emploi à l'Office des personnes handicapées. Donc, tout s'est enchaîné où ce que j'avais toujours l'opportunité d'avoir du travail. OK. Ce qui est quand même bien, parce que au moins, c'est ça, il y avait du travail, il y avait... Ah oui. Non, j'aurais pas, par exemple, j'avais moins le goût d'étudier à ce moment-là, mais j'aurais pas resté à rien faire. À rien faire. Non, ça, j'étais pas là, du tout, là, par exemple. Et est-ce que le sport, ça se continuait? Ah oui, le sport s'est continué. OK. Là, j'ai fait de l'athlétisme plusieurs années. Par la suite, j'ai joué au goalball. J'ai joué au goalball encore là plusieurs années parce que j'ai même eu la chance de représenter le Québec plusieurs championnats canadiens. J'ai eu la chance de représenter le Canada à des compétitions internationales également. Et puis, donc ça s'est poursuivi là, encore pendant un bon bout de temps. Là. C'est que ça faisait beaucoup d'entraînement, beaucoup de discipline, puis beaucoup de déplacements aussi, j'imagine. Oui, il y avait du déplacement. J'ai aussi, dans le sport, j'ai fait du judo également. Ah, OK. Ça c'est une belle expérience aussi parce que on a commencé avec un groupe seulement de personnes handicapées visuelles. OK. Puis, par la suite, ceux qui voulaient ont pu s'intégrer dans un groupe régulier au Centre Claude Robillard. C'était une belle expérience. OK, parce que ça a commencé avec un groupe de non-voyants? Oui. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que, c'est que ça te permet d'apprendre des techniques de base qui vont te servir pendant tout ton cheminement après. Mais ça te permet de l'apprendre en groupe de personnes handicapées visuelles seulement. Donc, tu l'apprends à ton rythme, si tu veux. Parce que nous autres, on ne l'apprend pas en regardant les autres. Non. Fait que ça te permettait de l'apprendre à ton rythme. Puis là, quand on est arrivé au Centre Claude Robillard, ce qui est arrivé, c'est que l'enseignant qui était là nous a accepté bras ouverts, puis tout ça. Puis là, moi, j'étais comme la personne qui, tu sais, quand il veut montrer un mouvement aux autres, souvent, il va prendre un athlète pour le faire. Mais là, à ce moment-là, il me prenait moi, étant donné que moi, je ne pouvais pas le voir quand il le faisait avec un autre, mais je le savais quand il le faisait avec moi. Fait que comme ça, je l'apprenais au même rythme que les autres également. Fait que ça, c'était une très, très bonne façon de faire pour que je puisse
poursuivre dans ce groupe-là également. Fait que ça, c'était vraiment intéressant. OK, donc du judo, ça, t'en as fait quand même longtemps? Bon, j'en ai fait quelques années. Là aussi, j'avais même été accepté pour faire des compétitions régulières, c'est-à-dire compétitions avec les voyants. Mais j'ai pas poursuivi par la suite. OK. Il y en a d'autres que je connais qui ont poursuivi, qui sont allés jusqu'à la ceinture noire, là, puis qui sont à aveugle complet. Tu sais, ça dénote toujours une chose. Hein. Quand la personne veut réaliser des choses, on est capable de le faire, même avec un handicap. Parce que moi, j'ai arrêté des études, il y en a qui ont poursuivi, il y en a qui l'ont fait avant moi. Mais moi, j'ai fait autre chose. Je ne suis pas en train de dire que j'ai rien fait, là. C'est juste que mon cheminement était différent. Mais le judo, j'ai arrêté avant ceinture noire. Il y en a qui l'ont réalisé. Donc, tu sais, c'est possible de faire des choses. C'est ça le message que je veux dire là, avec ça. Là. Oui, puis c'est le message, je pense, le plus important. Parce que, bon, il existe plusieurs... tu sais, comme on dit, tous les chemins mènent à Rome. Puis, il y a plusieurs... il y a plusieurs possibilités. Il n'y a pas nécessairement un chemin meilleur qu'un autre. Non, exactement. L'important, c'est d'y arriver. C'est ça. C'est de faire quelque chose, puis c'est d'être, de se sentir actif, puis de se sentir utile. Oui, exactement. Puis ça, ça a bien été pour moi. Comme je te dis, moins d'études, mais au niveau travail, au niveau... puis même encore aujourd'hui, au niveau professionnel, j'ai réussi toujours jusqu'à maintenant, à me trouver quelque chose. Fait que je suis vraiment content là-dessus. Et les études, ça s'est jamais... Tu t'es jamais retourné ou t'as suivi d'autres formations plus tard ou... J'avais suivi un petit peu la formation là, pour devenir... une formation qui donnait pour... ceux qui les intervenants à Louis-Braille, pour la technologie et ces choses-là. Fait que j'avais suivi un petit bout de temps, mais moi, ce qui arrive, c'est que je peux apprendre des choses assez vite, mais j'ai réalisé que être capable de bien les montrer, c'est une autre chose. C'est une autre affaire, là. La pédagogie, être capable de transmettre l'information. C'est pas évident. Puis moi, j'ai réalisé que ça, j'avais de la misère. Tu sais, comme au niveau des échecs, par exemple, j'ai essayé de donner des cours. J'ai réussi avec des débutants, mais c'est que c'était pas facile pour moi de les faire progresser. Pas parce que je savais pas ce qu'ils devaient apprendre, mais c'est de la façon de leur inculquer, là. C'est là que j'ai trouvé que j'avais pas cette facilité-là. Là. OK. Et toi, tu as continué ça, les échecs? Tu joues... Ah oui, je joue encore. D'ailleurs, je sais pas trop comment dire ça parce que ça va être diffusé plus tard, là. Mais en novembre, le Canada a été représenté pour la première fois dans un championnat du monde pour les personnes handicapées aux échecs et j'ai la chance de faire partie de l'équipe. OK. Et là, est-ce que vous jouez à distance? Oui, tout va se faire par Skype ou Zoom. Je ne sais pas exactement quelle plateforme, là, mais... quelle plateforme qu'ils vont utiliser. OK. Mais tout va se faire par électronique. Là. Effectivement, à cause que les voyages sont pas possibles et puis tout ça, puis ça serait pas prudent non plus. Mais puis, ça fait plusieurs années que ces tournois-là existent, mais c'est la première fois que le Canada va avoir une équipe. OK. Et une équipe en plus que tu fais partie, c'est... Oui, ça, c'est encore plus intéressant, oui. Ben oui, je comprends. Et là, point de vue travail, tu me disais, il y a eu plusieurs opportunités de travail. Et je pense qu'au début de l'entrevue, on a dit aussi que, t'étais plus à Montréal, mais je pense qu'on n'a même pas dit où est-ce que tu étais rendu.
Oui, ben comme je mentionnais plus tôt, j'ai été 35 ans, mes 35 premières années de vie à Montréal, mais après ça, je suis déménagé au Nouveau-Brunswick. Et puis, je suis toujours là. Là, je suis dans la région de Moncton actuellement. Et pourquoi le Nouveau-Brunswick? Le Nouveau-Brunswick, ce qui m'a amené ici, en fait, c'est pas la même raison pour laquelle je suis encore ici. C'est que j'avais rencontré quelqu'un qui demeurait dans la région de Moncton. OK. Et puis au Gold Ball. Et finalement, je suis déménagé ici pour ça, parce que la personne avait un emploi ici, fait que je suis déménagé. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que je suis allé chercher mon premier chien guide quand je suis allé déménager ici. Et par la suite, Mira cherchait quelqu'un pour travailler dans les provinces atlantiques. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler pour Mira également. La Fondation Mira. Donc, ton premier chien, tu l'as eu au Nouveau-Brunswick? Au Nouveau-Brunswick, oui. Okay. Quand j'étais au Québec, j'ai jamais utilisé de chien parce que ma façon de voir les choses à ce moment-là, c'était que quand je tenais le coude d'une personne, tu sais, comme dans le métro, par exemple, ou dans les autobus pour me déplacer, que ça soit plus rapide, pas parce que je pouvais pas le faire, mais que ça soit plus rapide. Souvent, j'avais pas confiance en la personne. J'utilisais quand même ma canne pareil, tu sais. Là, je me suis dit, si je suis pas capable de faire confiance facilement à une personne, je trouvais que j'aurais de la misère à faire confiance à un animal pour me guider, tu comprends? Oui. Mais là, ce qui est arrivé, c'est qu'en déménageant complètement dans une région que je connaissais absolument pas, là, je me suis dit, tout réapprendre, tu sais, des points de repère, parce qu'avec une canne, tu apprends des points de repère pour trouver tes choses. En tout cas, c'est tout un système pour être en mesure d'être efficace avec une canne. Et là, je me suis dit, je vais essayer avec un chien. C'est comme ça, j'ai eu mon premier. Puis, ça avait bien été, finalement. Puis là, tu vois, je suis rendu maintenant avec mon quatrième. OK. Et là, Mira cherchait quelqu'un pour là-bas. Ça fait qu'il... Oui. Parce que c'était quoi, Mira, là-bas? C'était... OK. Ce qui arrive, c'est que il y avait déjà des gens qui avaient des chiens ici au Nouveau-Brunswick, des chiens de la Fondation Mira. OK. Et il y a quand même... Mira, tu vois, au départ, c'était pour combler les besoins pour les personnes qui ont un handicap visuel francophone, parce qu'on était... Avant ça, il fallait aller soit en Ontario et surtout aux États-Unis pour aller chercher notre chien. Ce qui est encore possible aussi pour ceux qui le veulent là. Oui, il y en a qui le font. Mais Mira voulait combler un besoin en développant une école francophone. Ici, au Nouveau-Brunswick, il y a quand même une bonne communauté francophone aussi. Et il y a plusieurs personnes qui ont un handicap visuel francophone. Donc, Mira voulait élargir un peu son territoire puis aller voir s'il serait pas possible d'offrir plus de chiens dans la région ici. Pour ce faire, il faut se faire connaître, donc organiser toutes sortes d'activités. Et c'est pour ça que, au lieu de venir une fois par année avec un groupe de personnes, ils voulaient comme avoir quelque chose de plus structuré. C'est dans cette optique-là que là, ils cherchaient quelqu'un. Puis moi, quand je suis arrivé, les gens de Mira, même si j'avais pas de chien, me connaissaient quand même. Éric Saint-Pierre me connaissait quand même parce que veut pas, c'est un petit monde, tout le monde finit par se connaître. Oui, effectivement. Et là, ils m'ont essayé une première année, ça a fonctionné, puis par la suite, j'ai travaillé pour la Fondation pendant 25 ans, jusqu'à la COVID 2020. OK, c'est la COVID qui a fait en sorte que le point de service a fermé? Exactement. Okay. Exactement. Toi, on a fermé le 20 mars. Puis le 19 mai, là, il n'y avait rien qui semblait fonctionner de nouveau. Là, Mira, il fallait quand même couper des effectifs parce que veut pas d'entrée d'argent, à un moment donné, il faut essayer de rentabiliser le plus possible. Donc, ils ont fermé le bureau ici à Atlantique. OK. À Moncton. Oui.
Et là, depuis ce temps, comment qu'on occupe son temps? Là, il y a le temps exceptionnel de la COVID, justement. Ah, mais... oui. Ben, sais-tu que quand tu travailles 25 ans dans le public, tu as la chance de rencontrer du monde. Puis pas mal de monde. Finalement, d'un contact à l'autre, je me suis retrouvé à un autre emploi. Oh, quand même. Et là, maintenant, je travaille aussi dans le financement, pour ramasser faire des activités de financement, mais pour toute une cause qui est complètement autre que le handicap visuel. C'est un centre qui s'occupe des femmes qui vivent des situations de violence conjugale ou d'agression sexuelle, et également, on offre des programmes pour la maladie mentale. Donc, c'est dans ce secteur-là maintenant que je suis, là, pour trouver des fonds pour permettre à offrir toute une gamme de services aux gens qui en ont besoin. Je peux te dire que la COVID fait en sorte que, surtout la deuxième vague, rend la situation pour les gens qui sont un peu, je dirais, qui sont un petit peu fragiles au niveau de la maladie mentale, là, ça rend des situations extrêmement difficiles. Mais ça bouscule beaucoup les moindres petites habitudes, hein, je pense. Ah oui, exactement. En partant. Et tu sais, le social il est moins présent. Même si nous, ici, on se considère quand même jusqu'à maintenant, parce que tu connais pas l'avenir, mais jusqu'à maintenant, on est chanceux parce que on est dans la phase jaune, donc on peut quand même fonctionner assez bien. Mais on a passé 2 semaines de orange, puis c'est incroyable les cas d'hospitalisation en psychiatrie ont augmenté là, incroyablement. Là. Tu sais, il y a des gens qui étaient fragiles, mais la deuxième vague là, a rachevé le travail. Là. C'est vraiment une situation difficile. Là. Oui, j'imagine que quand on travaille dans ce domaine-là, on le sent tout de suite là, quand il y a un changement de cette ampleur-là sur le caractère des gens, sur... Ah oui, ça affecte énormément. Ça affecte beaucoup plus qu'on peut l'imaginer. Oui. Puis même aussi, quand tu avais le confinement, ben, tu sais, la violence conjugale dans un confinement, elle diminue pas, là. Non. Ça s'amplifie. C'est dommage, c'est plate, mais c'est la triste réalité. Mais dans les nouvelles, c'est ce qu'on entend. On entend la violence aux enfants augmente, tout. Ah oui. Ouais. C'est que j'imagine que quand on est de plus près dans une cause, on le sent encore plus. Exactement. Puis tu vois, récemment, il mentionnait que autant les problèmes de maladie mentale que la violence conjugale au Canada ont augmenté de 8% pendant la pandémie, ce qui est énorme. Et là, vous, vu que vous êtes en zone jaune, que vous pouvez encore continuer quand même à fonctionner, là, en tout cas pas mal plus que nous ici, ça se passe comment, l'organisation comme de la... Excusez-moi, je cherche mes mots, moi aussi, ce soir, là, pour rechercher des sous dans cette période-ci. Est-ce que c'est quand même... facile? Ben, facile. Je pense que c'est jamais facile. C'est jamais... Ramasser des fonds, c'est jamais facile parce que la compétition est énorme. Mais en situation de pandémie, il faut être plus imaginatif. Il faut avoir des approches qui sont... Organiser des événements à grande envergure avec beaucoup de monde à la même place au même moment, là, ça se fait pas. Là. Donc, il faut trouver d'autres façons de faire les choses pour que le financement entre quand même, parce que les besoins sont toujours là, tout en respectant les consignes, puis tout en sachant qu'on est dans une situation de pandémie. L'exemple que je peux te donner, c'est
on a ce qu'on appelle l'activité pour laquelle j'ai commencé à travailler pour le centre comme bénévole cet été. C'est la course des femmes. Ça, c'est un événement qui est annuel. Et donc, ça se fait tout à la même place, à Moncton. Il y a un grand parc où tout le monde se rencontre là. Ils font soit une marche ou une course de 5-10 km, puis ils ramassent des fonds pour le centre. Bon, cette année, naturellement, les rencontres comme ça ne peuvent pas se faire. Donc, on a fait le même événement, mais on l'a échelonné. C'est-à-dire que les personnes qui s'inscrivaient pouvaient faire leur marche ou leur course pendant une période de 10 jours. Donc, il y avait 10 jours pour faire leur événement. OK. Mais ils le faisaient soit avec leur bulle, soit avec leur groupe à eux autres ou seuls. Mais à ce moment-là, ils pouvaient le faire. Donc, ils pouvaient ramasser les fonds quand même. Ils envoyaient des photos de l'événement lorsqu'ils le réalisaient. Puis, ça nous a permis, avec cette situation-là, croyez-le, croyez-le pas, d'amasser plus que l'an passé. C'est parce que d'un sens, ça l'offrait une autre liberté aussi, ça l'offrait plein d'autres possibilités que juste une journée X à un lieu X, là. Exact. Mm-hmm. Exactement. Ça, c'est une chose, pendant la pandémie, qu'on s'aperçoit. Il y a des choses comme celle-là, je prends juste l'exemple-là. Même après pandémie, il y a peut-être sûrement des éléments qui vont demeurer. Parce qu'on va s'apercevoir que c'est pas si mauvais que ça comme changement. C'est des éléments qu'on n'aurait jamais pensé faire avant cette pandémie-là. Ça aurait été impensable, là, tu sais. Mais maintenant, tu n'as pas le choix de faire autrement. Puis tu t'aperçois qu'il y a peut-être d'autres formules que celles que tu avais avant qui peuvent fonctionner aussi. Ça va nous avoir amené plus loin à chercher d'autres solutions qui peuvent être aussi valables quand c'est pas la pandémie. Exactement. Mm-hmm. C'est fort intéressant, puis ça peut inspirer dans tous les domaines, je pense, un peu la diversité des activités, puis des fois pas complètement changer l'activité, mais juste un peu son fonctionnement, son déroulement. C'est ça, c'est peut-être pas changer le fond, mais changer la façon d'y arriver. Effectivement. Changer de milieu, un peu de travail, j'imagine que c'est quand même un assez gros changement, mais j'aimerais ça qu'on revienne un peu au changement de province, hein, que tu as vécu. Puis tu disais que tu connaissais personne là-bas, tu connaissais pas. C'est quand même un gros saut. En fait, je connaissais des gens, mais ceux que je connaissais, c'était ceux qui jouaient au goalball. C'est les seuls que je connaissais, tu vois. Que tu avais connu par l'entremise du goalball. Okay. Exactement. Mm-hmm. Exactement. Puis, je connaissais pas rien dans les provinces atlantiques, sauf d'avoir passé juste pour transférer du train à l'autobus à Moncton. Puis, je connaissais un peu Charlottetown parce qu'il y avait eu plusieurs tournois qu'on avait fait là-bas, mais puis j'avais été à Halifax aussi. Mais pour le reste des provinces atlantiques, je connaissais rien, là, tu vois. Mais par contre, c'était un beau défi. Et puis, j'ai trouvé ça quand même. Au début, j'ai trouvé ça un petit peu difficile parce que veux pas, j'avais quand même pas mal de connaissances au Québec et tout ça. Mais finalement, maintenant, je me suis vraiment intégré ici et j'adore toujours la province de Québec. J'aime toujours y aller parce que tous mes enfants, mes petits-enfants sont là. Mais de là à... Pour le reste, je suis très bien ici au Nouveau-Brunswick pour l'instant. Et c'est en quelle année, ça, que tu as déménagé? J'ai déménagé en 95. OK. 1995, ouais. Ouais, c'est ça. Les moyens de communication n'étaient pas les mêmes non plus à ce moment-là, hein? Est-ce que... C'est incroyable. Je vais dire, il y a beaucoup de choses qui sont différentes depuis 25 ans. Maintenant, tu sais, avant ça, c'était principalement le téléphone. Mais à cette heure, tu as toutes sortes de moyens de pouvoir communiquer avec les gens, puis c'est incroyable.
La technologie fait en sorte, dans plusieurs domaines en tout cas, de nous faciliter la tâche. En termes des communications, ça c'est clair. Et toi, est-ce que tu es très technologique? Est-ce que tu aimes beaucoup ça, la technologie? C'est quoi que... J'ai déjà été très technologique, beaucoup plus que maintenant. Maintenant, il faudrait que je le sois plus, mais je l'apprends en fonction des besoins que j'ai. Tu vois, fait que je suis pas quelqu'un qui va prendre un logiciel puis qui va essayer de le comprendre par moi-même. J'ai pas comme la patience pour ça. C'est bizarre parce que autant je peux jouer une partie d'échecs de 5 heures, mais je peux pas me concentrer sur apprendre une chose comme ça. Donc, si j'ai besoin, par exemple, je donne un exemple de Excel pour certains tableaux pour le travail que je fais, je vais apprendre Excel pour les besoins que j'ai. Comprends-tu? Oui. Mais je vais pas aller, tu sais, j'ai pas comme le guts d'aller plus loin puis le goût d'aller plus loin que ça, là. Ben, ce qui est tout à fait justifié aussi, là, dans le sens que ça prend quand même du temps faire ça, là, quand on a besoin pour une raison X, faut y mettre le temps, faut y mettre l'énergie, faut... Ouais. Puis quand tu en as besoin pour une raison, tu apprends beaucoup mieux. Mais aller plus loin que ça, comme je te dis, j'ai pas la patience là, pour ça. Mais à chaque fois que j'ai besoin d'apprendre quelque chose de nouveau, par exemple, là, je trouve une ressource, je l'apprends puis je le mets en pratique, là, tu sais. Fait que ça, au moins, de ce côté-là, ça marche. Là. OK. Et ce que j'aimerais savoir d'autre aussi, tu disais qu'il y a il y a quand même beaucoup de francophones dans le coin où tu es. C'est ce que tu disais. Puis il y a beaucoup d'handicapés visuels aussi. Est-ce que tu as eu beaucoup de... Est-ce que tu participais à des activités avec les non-voyants? Est-ce que c'est comment la vie là-bas? Oh mon Dieu, OK. Bon. Si je calcule, si je regarde au niveau de Moncton et les environs, si tu veux, parce que Moncton, là, pour situer les gens, quand on parle de la région de Moncton, ça regroupe Dieppe, Moncton puis Riverview. C'est 3 municipalités, mais qui sont là très, très proches l'une de l'autre. Là, c'est ce qu'on appelle la grande région de Moncton. La ville de Riverview, c'est pratiquement anglophone, je te dirais à 9 sur 10. Là. Okay. Moncton, c'est 40 francophones, 60 anglophones. Puis Dieppe, c'est plus francophone qu'anglophone. Parce que Dieppe, la particularité de cette ville-là, c'est souvent des gens qui vont venir du nord-est ou du nord-ouest, donc des régions francophones de la province, qui vont venir, ils vont venir ici pour étudier, puis finalement, ils demeurent pour le travail. Donc, c'est pour ça que Dieppe est un petit peu plus majoritairement francophone. La plupart des gens qui sont là, soit eux ou leurs parents venaient du nord de la province. OK. Concernant les personnes handicapées visuelles, je vais paraître un petit peu drôle pour ceux qui vivent au Québec, puis en handicap visuel, puis qui vivent au Québec, là. Et qu'on mentionne souvent qu'on a de la difficulté d'avoir des services, là. Je vais vous dire une chose. Venez ici 1 an de temps, puis vous allez apprécier ce que vous avez au Québec. Oh, OK. Ici, des associations qui nous représentent pour revendiquer des droits, des choses comme ça n'existe pas. Des associations de loisirs, le Nouveau-Brunswick, c'est pas nécessairement géographiquement une grande province, mais les moyens de s'y déplacer sont pas nécessairement aussi faciles que le sont dans les plus grandes provinces. Ce qui veut dire que regrouper des personnes aveugles, par exemple, qui sont de Moncton, de Bathurst, de la péninsule acadienne, c'est pas évident. Donc, les associations de loisirs ou de sport, c'est très peu de membres. Ici, on a encore un petit peu une mentalité où c'est pas. Les gens vont suivre des études. Il y a des programmes pour payer les équipements, pour suivre des études universitaires, tout ça. Au niveau de l'emploi, c'est pas simple. Je dirais même que actuellement,
trouver de l'emploi ici pour un handicapé, il faut vouloir, là. Il faut vouloir. Puis, je pense que les gens se satisfont trop de ce qu'ils ont parce que, très simple, hein, quand tu connais pas quelque chose, ben, ça t'intéresse plus ou moins, tu sais. C'est comme moi, par exemple, je suis arrivé ici, je travaillais au Québec. Je serais pas venu ici, pas de travail. Tu comprends? Okay. Mais pour le monde qui sont ici, eux autres, ils ont été aux études, c'est parfait. Les parents, souvent, vont s'en occuper. S'ils veulent voyager, s'ils veulent aller d'un point A à un point B, les parents vont des gens qui vont les aider. Je sens pas, c'est pas pour dénigrer les personnes handicapées d'ici, loin de là, mais je sens pas une facilité pour ces gens-là d'intégrer le marché du travail. OK. Donc, tout ça pour dire, puis au niveau des services ici, ben là, tu vois, moi, avec mon nouvel emploi, j'ai pu avoir quelques adaptations de poste de travail. Quand j'ai à Mira, au début, j'avais une adaptation de poste de travail aussi. Donc, ça, il y a des possibilités de ce côté-là. Ça va. Au niveau, quand vous trouvez un emploi, il y a moyen de faire adapter le poste. Oui. Mais pour trouver un emploi, ça peut être un peu ardu. On a un organisme qui t'aide à préparer ton CV, qui va te donner des trucs quand tu passes en entrevue. Mais la connexion, je te dirais, avec des employeurs, là, c'est pas évident. Moi, je me suis fait demander souvent, même quand je travaillais pour Mira, plein de monde, et même encore aujourd'hui, pense que j'ai mon chèque de personnes handicapées et puis que je fais du bénévolat 60 heures par semaine, tu vois. Mm-hmm. Mais c'est pas ça la réalité. Mais les gens pensent ça parce que quand je leur dis non, je travaille, je travaille, comment ça? Tu sais, la mentalité, elle est pas là. Elle est comme plus en arrière que de faire du bénévolat pour t'occuper, Québec, mais ouais. OK. Tu sais. Fait que c'est ça. Mais c'est ça, juste pour conclure là-dessus. Après, tu sais, quand on a beaucoup de choses, on pense qu'on n'en a pas beaucoup. Hein. Mais appréciez ce que vous avez. Parce que dans d'autres provinces, c'est pas de la même façon que ça se passe. Et ça fait drôle toujours d'entendre ça parce que, bon, t'es au Canada quand même. Le Canada, c'est grand, mais le Canada, c'est pas pareil partout. Hein. C'est ça. C'est ça qu'on comprend, c'est ça qu'on constate. Oui, puis tu vois, juste un dernier aspect là-dessus, là, tu sais. Toi, tu as un nouvel appareil, ou n'importe qui va avoir un nouvel appareil. Tu peux avoir une formation au Québec. Hein? La majorité du temps, tu as un intervenant qui peut te former sur cet appareil-là. Ouais. Ici, c'est pas généralisé comme ça. C'est pas généralisé comme ça. OK. Ce qui veut dire que tu peux avoir des équipements puis tu n'as pas de formation pour aller avec. S'il faut que tu fasses ta formation, il faut que tu sois autodidacte ou faut que tu appelles des contacts, faut que tu appelles du monde qui l'utilise. Mais tu sais, c'est pas automatique que tu as une formation sur quelque chose. Parce que quoi? Parce qu'il n'y a pas de centre de réadaptation ou parce que... Non, c'est ça. Il n'y a pas de centre de réadaptation. Ici, là, il y a, pour toute la province, il y a au CNIB, à l'INCA, il y a deux personnes dans la province qui peuvent faire un peu de formation sur des équipements. Un plus que l'autre, mais celui qui peut en faire beaucoup, lui, il est rendu maintenant assez âgé. Il garde son poste parce qu'il n'y a pas personne pour le remplacer. Il est rendu, je pense, à 72, 73 ans. Puis l'autre dame, elle, qui travaille au CNIB à Moncton, qui fait un peu de formation, c'est pas évident. Tu peux pas apprendre tous les équipements à une ou deux personnes aussi parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Puis chaque personne n'utilise pas nécessairement les mêmes choses. Puis adapter à un poste de travail, ici, ils sont pas vraiment habitués parce que, comme je te dis, il n'y a pas beaucoup de monde qui a un handicap qui travaille, malheureusement. Ouais. C'est que ça fait comme une espèce de cercle qui fait ça. Ça fait un cercle que ça bouge pas. Ça tourne en rond.
Je connais quelqu'un qui n'a pas d'handicap, qui rencontre des employeurs pour les sensibiliser aux personnes handicapées. Les employeurs, ils sont très ouverts selon ce qu'il me dit. Mais c'est théorique. Tu peux être ouvert, mais il n'y a pas une personne handicapée qui va se présenter. Son CV encore. Ben, c'est ça. Fait que c'est très théorique comme approche. Ouais, ben ça porte effectivement à réfléchir. En tout cas, hein, c'est ceux qui disent que des fois à Montréal c'est pas facile de trouver de l'emploi. Je me dis bon, c'est. Ah non, mais je suis pas en train de dire là que c'est facile à nulle part. Non. Mais disons que si tu as de la difficulté à Montréal, tu as des bonnes chances que tu n'auras rien ici. C'est ça. OK. Faut pas se dire on va changer de province, ça va être plus facile. Faut. Ben, en tout cas, tu peux changer de province pour être plus facile, mais dans les provinces atlantiques, c'est pas. Pour les personnes handicapées, là, c'est pas évident. OK. Il faut vouloir. Il faut être persévérant. Il faut que tu sois persévérant n'importe où, mais ici, je pense que ça prend une coche de plus. Puis comme je te le dis, ici, par contre, comme si je prends mon exemple à moi, ben en perdant mon emploi à Mira, à cause des contacts que j'avais faits, j'ai réussi à me trouver autre chose. Mais donc, tu as l'aspect contact ici qui va être plus important que tout le reste. Et tu avais mis quand même là plusieurs années à te faire, j'imagine, quand même beaucoup de contacts, mais Oui, exactement. C'est ça qui a aidé plus, là. Parce que exactement. Sinon, ben, ça aurait peut-être été pas mal plus long et compliqué. Plus laborieux, mettons. Plus laborieux. Je pense que on a parlé de choses, encore une fois, très importantes aujourd'hui. À moins qu'il y ait autre chose que tu voudrais ajouter, qu'on n'a pas parlé, que tu voudrais mentionner? Ben, moi, je vais te dire, j'en ai parlé un peu tantôt, mais j'aime toujours faire une conclusion dans le sens suivant, c'est que je pense que la situation pour les personnes qui ont un handicap visuel actuellement, que ce soit aux études, il n'y a pas de problème à mon avis. Je pense que il y a moyen de fonctionner relativement bien, autant à cause que on peut avoir des équipements, autant que on peut avoir des professeurs itinérants qui peuvent nous aider, autant que la technologie maintenant peut nous supporter beaucoup mieux que 40 ans passés, ça c'est clair. Le défi, puis je pense que le défi s'en vient même dans d'autres provinces que nous autres, le défi, c'est de se trouver de l'emploi. Puis je pense que il faut les jeunes qui ont un handicap visuel aujourd'hui, les jeunes, là, ça va être extrêmement difficile, je pense, pour ces aspects-là. Même au Québec, j'entends souvent mentionner que lorsqu'une personne handicapée visuelle prend sa retraite, elle est rarement remplacée par une personne handicapée visuelle. Fait que ce qui était des emplois pour nous autres avant, c'est de moins en moins vrai. Donc, tu sais, des fois, tu as l'impression que tu recules au lieu d'avancer. Puis, c'est pour ça que je pense que l'entourage des jeunes personnes handicapées visuelles, des parents, entre autres, et tout l'entourage va être extrêmement important parce que quand tu as un handicap, il faut que tu développes tout le reste au maximum pour être capable de faire ta place. Moi, il y a des secteurs où je suis vraiment pas bon, comme tout le monde, mais en entrevue, je me débrouille très bien. C'est ce qui m'a sauvé. Et c'est pour ça que moi, je dis, il faut, quand un handicapé visuel est jeune, il faut lui donner tout l'entourage, il faut que l'environnement lui donne tous les outils, pas juste technologiques, mais tout le reste, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il puisse faire son chemin. Parce que sinon, on va se retrouver avec beaucoup de gens avec plein de potentiel, mais qui n'auront pas la chance de l'exploiter. C'est qu'il faut voir à ça, faut y penser. Il faut l'entrevue. C'est un moment clé. C'est important de bien se préparer. C'est important. C'est tellement important. D'ailleurs,
c'est tellement important de passer à l'entrevue et de bien se préparer, c'est que tu pars, en langage de baseball, tu pars déjà au moins avec une brise contre toi, c'est ton handicap. Ça, on y échappe pas. Ça, c'est... Fait que tu pars avec ça. Bon, à ce temps, au baseball, tu as des bons frappeurs qui, avec une prise contre eux autres, même 2 prises contre eux autres, sont capables de frapper un home run, un circuit. Bon. Mais il y en a d'autres qui, après une prise contre eux autres, ils ont de la misère à fonctionner, tu vois. Fait que nous autres, il faut qu'on soit du côté des bons frappeurs. Faut qu'on soit capable de se vendre d'une façon à ce que, au moins, faut que tu te crées dans la tête de celui ou celle qui te passe son entrevue. Faut que tu aies la chance de lui créer un doute, dire, ferais-tu bien l'affaire? Il me semble qu'elle se présente bien, elle se présente bien. Mais ça ferait du bon sens. Mais tu sais, faut que tu crées dans l'esprit de la personne là, un doute positif pour toi. Là. Sinon, ça ne marchera jamais. Tu sais, comme je disais tantôt, la technologie, elle est bonne pour nous autres dans certains secteurs, mais elle est nocive dans d'autres aussi. Parce que maintenant, tu sais, avant ça, tu pouvais être réceptionniste. Maintenant, tu peux plus être réceptionniste. Faut que tu sois réceptionniste, faut que tu fasses plein d'autres choses en même temps. Multitâche, le multifonction. Et c'est là, et dans le multitâche, il y a toujours quelque chose qui est plus difficile pour nous autres. Fait que, tu sais, je veux pas être négatif, mais je pense que les jeunes, il faut qu'ils soient bien préparés. Au niveau social, tu sais, on parlait tantôt d'intégration en bas âge, il faut que le côté social se développe aussi. Pas juste l'académique, pas juste apprendre comment fonctionne ton ordinateur pour être capable de produire tes documents, produire tes devoirs, pas juste apprendre comment prendre des notes, pas juste apprendre le braille. Il faut que tu sois capable d'échanger aussi. Parce que l'autre aspect que Louis Braille, quand je te disais tantôt, moi, que Louis Braille m'a permis de me refaire une vie normale, c'est à cause du sport. Maintenant, là, quand tu es dans une école régulière, l'éducation physique, tu es à côté, tu n'es même pas là. Tu t'en fais même pas. Fait que les gens, aujourd'hui, font pratiquement pas d'activité physique à l'école quand on a un handicap. Ben, quand tu le fais pas à l'école, penses-tu que tu vas commencer à 30 ans de faire une activité physique? Je pense pas. Il y a toujours des exceptions, mais la majorité, je pense pas. C'est pas mal plus difficile, là. Il y a des fortes chances que ça se fasse pas. Tu sais, il y a tous ces aspects-là qu'il faut qu'ils soient travaillés en même temps. Fait que c'est tout un défi. C'est tout un défi. Puis, comme je mentionnais, la génération qui est là, les jeunes d'aujourd'hui qui sont à l'université actuellement, ils arrivent, il y en a qui vont réussir, puis ceux qui réussissent, chapeau. Puis ceux qui réussissent pas, c'est pas parce qu'ils sont pas bons, c'est que c'est vraiment une guerre. Ouais, OK. Ça fait que c'est dit de façon assez, je dirais, assez nette et claire. Et maintenant, ceux qui doivent réfléchir là-dessus. Parce que... tu sais, je pense qu'une des façons de s'en sortir, peut-être, il y a beaucoup de personnes voyantes qui font ça. À un moment donné, tu perds ton emploi, puis tu dis, OK, là, faut que je me réaligne dans quelque chose. Puis au lieu d'avoir un boss puis tout ça, je me pars une entreprise. Fait il y a peut-être ça qui peut... tu te pars ton entreprise. Donc, encore là, il faut être bien préparé, il faut être bien entouré, mais c'est peut-être une façon, si tu crées ton emploi, au moins tu as un emploi. Il s'agit maintenant de tout faire pour que ça fonctionne, d'avoir une bonne idée, tu sais, mais c'est peut-être une formule qui va peut-être nous sauver. Ben effectivement, je pense que il y a plein de personnes non-voyantes qui ont plein d'idées. Exactement. Je pense qu'il faut que les mettre à profit. Puis oui, puis il faut gasser, hein. Il faut prendre des risques parce que mon père me disait ça, qui risque rien n'a rien. Oui, puis c'est très vrai à part ça. Puis je pense que c'est vrai pour n'importe qui, puis c'est encore plus vrai. Plus vrai pour nous autres. Pour nous autres. Oui, oui. Ben sur toutes ces belles images puis sur ces belles pistes de réflexion,
Je crois qu'on va se laisser là-dessus. Ça a été fort intéressant, ça a été fort agréable aussi. C'est ça. Hein. Ceux qui pensent des fois qu'il n'y a pas de réflexion à faire, je pense qu'il y en a encore. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail. Je pense qu'il y a encore beaucoup de... t'as dit une chose très importante, puis je vais la retenir longtemps, c'est qu'il faut aussi penser à ce qu'on a ici, en tout cas, puis peu importe où ce que vous êtes, dans le fond. Peu importe. Pensez à ce que vous avez et non pas à ce que vous n'avez pas. Ce que vous n'avez pas. Exactement. Puis, en faisant des réflexions, puis en faisant en mettant à profit nos idées, on aura peut-être plus. Moi, je pense que c'est ça. C'est l'avenir, il passe probablement par là au niveau de l'emploi. Mais comme tu dis, il faut toujours apprécier ce qu'on a, mais aussi il faut être un peu bagarreur, tu sais, dans le sens que faut pas se faire reculer à la première fois qu'on se fait dire non. Mm-hmm. Non, parce que ça, des obstacles, tout le monde en a. Nous, on en a aussi. Peut-être un peu plus. Mais il faut être en mesure quand un obstacle, c'est une expérience. Il faut le voir comme une expérience. C'est pas le fun, c'est pas facile, c'est plat quand ça arrive. Mais c'est une expérience qui doit nous permettre d'aller plus loin. Faut être capable de balayer plus d'objections. Ouais. Un gros merci. Ça a été. Ça m'a fait plaisir. Vraiment très agréable et vraiment, comme je dis, très instructif, très, très intéressant. Puis, bonne continuité. Merci Martin d'avoir pensé à moi, puis c'était bien agréable. Il n'y a pas de problème. On remercie quand même aussi Facebook, qui est un réseau social qui nous garde un peu en contact avec les non-voyants. Exactement. Encore une fois, merci. OK, bonne soirée. Merci, au revoir. Vous venez d'écouter Connaissez-vous avec Martin Chouinard, collaborateur bénévole. Montage, Frédéric Gauthier. Mise en ligne, Stéphanie Carrasco. Musique, Stéphane Pilon. Présentatrice, Katia Darèche. Un immense merci à l'Association des aveugles de la Rive-Sud, AARS, ainsi qu'aux autres entreprises et organismes de nous prêter des locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. Pour connaître les dates de nos prochaines émissions, ainsi que nos invités à venir, nous vous invitons à vous abonner à notre infolettre et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous faire part de vos questions, commentaires et suggestions en passant par notre site Internet au www.martinchouinard.com. Avant de vous quitter, il est important de vous rappeler que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. À la prochaine!